Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour encore parler dissertation. Oui. En fait, mes dernières vidéos, je réagis surtout à vos demandes et je sais que vous êtes nombreux à préparer des concours, que ce soit des concours de l'enseignement ou autres. Vous êtes nombreux à chaque fois à me demander mais comment formuler mes phrases, comment m'exprimer, comment démarrer l'accroche, comment ceci, comment cela. Et je me suis dit que j'allais essayer de répertorier en fait toutes les formules que j'ai appris à utiliser tout au long de mes années de concours parce que j'ai préparé pendant 6 ans des concours. Donc l'ENS pendant 3 ans, puis le CAPES pendant 2 ans, puis l'agrégation pendant 1 année. Donc finalement, il y a des automatismes que je me suis créés au niveau des formulations. Je me propose aujourd'hui de vous donner ces automatismes, ces formulations en fonction de la partie de la dissertation. Personnellement, c'est le genre de formule que j'ai apprise au fur et à mesure à force de faire des dissertations, donc j'ai pas eu besoin de les apprendre par cœur. Mais si vous voulez, au bout d'un moment, je les connaissais par cœur et ça m'a permis de gagner énormément de temps pour la rédaction de la dissertation parce que souvent, ce qui prend le plus de temps, en fait, c'est de réfléchir à tiens, comment je vais présenter mon idée, comment je vais commencer ma phrase. Alors, on va commencer sans plus tarder avec l'accroche. Je vais m'appuyer sur ma dissertation d'agrégation que je vous ai analysée dans une précédente vidéo. Mais globalement, c'est ce que je fais dans à peu près toutes mes dissertations. Bon, évidemment, je me suis améliorée ou j'ai trouvé d'autres formulations au fil des années. Mais là, je vais vous donner ce que moi je fais et ce qui apparemment fonctionne bien. Ce qu'on m'a souvent souligné dans mes copies, c'est que j'ai une forme de clarté. Alors moi, j'ai pas la sensation d'être très claire ni dans ce que j'explique, ni dans ce que j'écris. Mais apparemment, c'est une qualité qui revient assez souvent. Donc peut-être que ce genre de formulation pourra vous aider à éclaircir votre copie ou du moins votre expression. On va commencer tout d'abord avec l'accroche. Moi l'accroche, généralement je commence par un ouvrage ou une citation extraite d'un ouvrage. Donc vous pouvez tout simplement commencer par une préposition et un groupe ensuite prépositionnel. Par exemple ici, dans une section dédiée au passage du salon de 1845, le jeune critique d'art qu'est alors Charles Baudelaire, patati patata. En gros, l'idée, c'est de faire rentrer directement le lecteur dans votre copie, dans votre proposition. Et donc, pour le faire rentrer, eh bien, tout simplement, un « dans », ça peut être une idée, puisqu'on entre toujours dans quelque chose. Ensuite, l'accroche, il faut toujours la raccrocher au sujet, comme je vous le dis. Et pour raccrocher l'accroche au sujet, j'utilise à peu près toujours la même expression, ou en tout cas les mêmes mots. Par exemple, ici, j'ai repris donc cette distinction qui intervient très tôt dans l'œuvre critique de Baudelaire semble confirmer le propos de Jean-Christophe Bailly dans Baudelaire peintre, etc. Et donc là, j'introduis la citation. Alors, pour raccrocher l'accroche au sujet, vous pouvez utiliser par exemple un démonstratif, cette, pour reprendre ce qui a été dit avant, ou ce propos, cette distinction, cette idée, et comme ça, vous reprenez ce qui a été dit avant dans l'accroche. Vous amenez progressivement la citation. Donc, par exemple, moi j'ai mis « semble confirmer le propos de Jean-Christophe Bailly ». Donc vous pouvez dire dans le sens, ou « semble confirmer », ou « est également mentionné dans ». L'idée, c'est d'utiliser des mots, des verbes qui vont venir faire un lien entre votre accroche et votre citation, votre sujet à analyser. On va passer au moment de l'analyse du sujet. L'analyse du sujet, l'idée c'est de reprendre des mots ou des groupes de mots du sujet et de les expliquer. Et dans ce cas-là, vous adoptez une formulation assez neutre, plutôt définitionnelle comme on pourrait la trouver dans un dictionnaire. Par exemple, l'idée de l'art selon Baudelaire se définit à la fois donc par ce qu'elle est, à savoir une venue et une sorte de montée concertante, et par ce qu'elle n'est pas, à savoir l'achèvement d'une forme préconçue où tout est joué d'avance. Dans votre analyse du sujet, n'hésitez pas déjà à problématiser, à formuler avec des questions vos interrogations avant même la problématique. Donc moi, c'est généralement à la fin de l'analyse du sujet. Donc n'hésitez pas aussi à proposer des questions dans votre analyse du sujet, dans votre réflexion. Donc par exemple, moi j'avais posé la question de quelle venue s'agit-il, celle d'un art nouveau, celle d'une émotion esthétique. Quand vous définissez un mot, vous pouvez utiliser le verbe renvoyer ou signifier ou désigner. Par exemple, le verbe concerter, renvoyant à l'idée de réflexion et de discussion. Peut-on imaginer que cette montée concertante serait la capacité de l'art à susciter la réflexion
voire l'adhésion du spectateur. Utiliser des questions aussi dans l'analyse du sujet, ça montre que vous vous interrogez, que vous avez une véritable réflexion, que aussi vous problématisez le sujet, vous montrez ce qui manque éventuellement. Je vous avais parlé du fameux si concessif dans une précédente analyse de sujet. Donc, par exemple ici, pour introduire une forme d'antithèse, si Delacroix est incontestablement le phare de la réflexion artistique de Baudelaire dans les salons, et si le critique valorise l'originalité, l'imagination et le tempérament singulier de chaque artiste, donc ça c'est je vais dans le sens de la thèse, et ensuite, après donc cette première subordonnée ou ces deux premières subordonnées introduites par un si concessif, j'arrive à la principale qui cette fois-ci introduit l'antithèse. Il n'en oublie pas pour autant certains codes artistiques et certaines formes préconçues nécessaires à l'élaboration d'une véritable théorie de l'art tout à fait personnelle, voire à son achèvement. Ce si concessif, moi je l'utilise très souvent, alors attention à ne pas non plus le multiplier dans une copie, mais il est pratique pour les transitions, pour éventuellement les annonces de plans, et aussi pour introduire de la nuance et déjà problématiser le sujet en analyse du sujet. On en arrive à la problématique. Alors la problématique, évidemment, il y a toujours des mots interrogatifs qui peuvent nous aider à la commencer, hein. Dans quelle mesure, comment, en quoi, etc. Le plus souvent, je fais des problématiques de ce type, mais j'ai appris à m'en détacher au fur et à mesure de mes dissertations parce que j'avais l'impression que c'était assez artificiel et que finalement, ça ne m'amenait pas véritablement au cœur du problème. Donc j'ai arrêté d'utiliser ce mot interrogatif très récemment, hein, pour aller directement au cœur du problème et opposer vraiment ce qui pose problème dans le sujet. Donc par exemple ici, pas de mot interrogatif, je fais juste une inversion sujet-verbe, donc une question fermée, une interrogation totale, plutôt qu'une interrogation partielle introduite par un mot interrogatif. Donc ça donne « La conception baudelairienne de l'art dans les salons de 1845, 1846 et 1859 est-elle nécessairement fondée sur la nouveauté, l'imprévu et l'infini, conception incarnée par l'œuvre de Delacroix ?» Une question fermée, on pourrait dire, mais pour une problématique, c'est pas idéal. En fait, moi je trouve que ça rentre vraiment dans le cœur du problème, plutôt que de faire un vague comment ou en quoi, où le correcteur ne sait pas trop dans quelle direction vous allez aller. Là, l'interrogation totale, elle a le mérite d'introduire directement un plan dialectique, parce que quand vous faites une inversion sujet-verbe, donc une interrogation totale, vous allez forcément proposer un oui et un non, ou un oui et un mais. Et après, on va arriver donc à la synthèse en point 3, ou plutôt au dépassement du sujet. L'interrogation totale, elle est plus adaptée à un traitement de type dialectique que la question, l'interrogation partielle, elle est plus adaptée à un traitement de type thématique. Comme moi j'opte toujours pour un plan dialectique, je vais donc plutôt favoriser la question, l'interrogation totale. Après, à vous de voir. Moi je sais que dans certaines de mes dissertations, le comment, le en quoi, ou en tout cas dans quelle mesure, fonctionne plutôt bien. Le dans quelle mesure, c'est celui que j'utilisais le plus. Maintenant, n'hésitez pas à tester aussi l'interrogation totale en problématique, qui, je trouve, fonctionne mieux. En tout cas, je trouve qu'avec mes expérimentations de problématiques, celles qui fonctionnent mieux et qui sont les plus efficaces sont souvent celles qui sont formulées pour avoir une réponse en oui ou en non, en tout cas des interrogations totales. Pour le plan, je vous en avais parlé pareil dans une précédente vidéo, j'utilise maintenant peu ou prou toujours le même schéma, à savoir je commence par annoncer la première partie, donc avec un groupe infinitif, après avoir montré dans un premier temps patati patata, j'arrive à la principale pour introduire ma deuxième partie. Nous nuancerons le caractère assertif du propos en expliquant que patati patata. Donc toujours bien utiliser nuancer, des verbes voilà, qui vont plutôt exprimer la nuance que le véritable contraste dur, que la véritable antithèse. Il faut savoir proposer des arguments qui ne se contradisent pas totalement, parce que si vous vous contredisez, alors votre première partie n'a aucune valeur. En fait, c'est pas un oui-non qu'il faut faire entre la P1 et la P2, c'est vraiment un oui-mais. C'est-à-dire que oui, ok, la P1, elle a sa pertinence, mais elle n'est pas suffisante. Et non pas, elle n'est pas du tout bonne. C'est pas ça qu'il faut montrer dans la P2. Je termine généralement mon annonce de plan par un avant de montrer dans un troisième temps que patati patata, ou d'analyser dans un troisième temps patati patata. Nous réenvisagerons enfin le propos de Jean-Christophe Bailly. Donc vous voyez, vous montrez que vous allez au-delà de la simple signification du sujet, que vous allez dépasser le sujet, que vous allez le réanalyser au prisme de d'autres problématiques, ou en tout cas de d'autres définitions des termes du sujet. Pour les verbes que vous utilisez pour annoncer vos parties, je vous conseille d'utiliser des verbes qui vont montrer une forme de progression.
Par exemple, pour la P1, j'utilise quasiment toujours le verbe montrer, parce qu'en fait, la P1, ce n'est juste qu'une illustration de la thèse. Donc on va confirmer ce que dit l'auteur de la citation avec des verbes plutôt voilà, de démonstration. Donc par exemple, montrer ou illustrer. Ensuite, pour la deuxième partie, là, comme on va proposer une antithèse, il va falloir expliquer. Donc là, typiquement, le verbe expliquer, le verbe nuancer sont à privilégier. Et enfin, la troisième partie qui est beaucoup plus analytique, détachée finalement de la simple illustration, qui est beaucoup moins évidente et qui est beaucoup plus complexe. Dans ce cas-là, on va utiliser plutôt des verbes comme analyser, effectivement. Alors ici, j'ai utilisé réenvisager, explorer, vous pouvez faire analyser, vous pouvez faire étudier. Et tous ces verbes sont aussi valables pour le commentaire de texte, hein, pour l'annonce de plan dans le commentaire de texte littéraire. Dans le corps de la dissertation, quelles sont les formulations que vous pouvez utiliser? Alors généralement, vous ne savez pas comment commencer une partie, une sous-partie. Vous pouvez commencer par exemple en mentionnant le nom de l'auteur de la citation. D'après patati patata, comme je vous le dis souvent, le conditionnel est votre meilleur ami, utilisez-le, il montre que vous savez nuancer et que vous savez réfléchir et que vous faites des hypothèses et non pas des affirmations absolues. Pour commencer une sous-partie qui serait au tout début de la dissertation, vous pouvez utiliser par exemple d'emblée. Cet adverbe, cette locution adverbiale, elle est plutôt bien. Nous pouvons d'emblée noter. Donc ce d'emblée, en fait, il va signifier l'évidence de la proposition que vous allez annoncer. Concernant les connecteurs logiques. Les connecteurs logiques, on vous en fait apprendre plein au lycée, des gros connecteurs logiques lourds, assez difficiles à placer finalement, et qui alourdissent l'expression. Moi, je vous conseille plutôt des petits connecteurs logiques que j'utilise et que je parsème ça et là. Par exemple, ce fameux d'emblée que j'ai mentionné. Vous avez le « en effet » qui va viser à expliquer et à confirmer ce que vous venez de dire. Vous avez le « ainsi » qui se place bien dans une phrase. Les salons s'écrivent « ainsi » à la première personne du singulier, qui tire donc une conclusion. On a le « plus encore » qui va rajouter un argument. On a le donc à utiliser avec parcimonie, mais le donc fonctionne bien et permet de conclure ou en tout cas de tirer une conséquence de ce qu'on vient d'annoncer. Il y a le d'ailleurs. Nous pouvons d'ailleurs comprendre le terme monter à l'aune du mouvement ascendant qui caractérise l'évocation de Delacroix dans les salons. Je vois que tu utilises beaucoup effectivement le en effet. Il y a le pourtant, le en revanche ou le a contrario, au contraire, pour nuancer. Là, je viens de dire a contrario, je vais rebondir sur les locutions latines. Je lis beaucoup de dissertations avec des in fine, des a contrario, idem, des choses comme ça. Attention, attention. C'est le genre de formulation, si vous ne savez pas les utiliser, ça fait vraiment très bête. J'aurais tendance à vous dire de ne pas les utiliser. Moi, je ne les utilise pas et pourtant je suis latiniste. Utilisez des nombreux connecteurs logiques que nous avons déjà en français et de toute façon, a contrario, c'est à sa traduction française, au contraire. Donc je ne vois pas pourquoi on mettrait en latin, si ce n'est pour faire classe, alors qu'en fait ça fait pas du tout classe. N'oubliez pas que dans les concours de l'ENS ou de l'enseignement, on ne recherche pas des gens qui sont pédants. On recherche une expression claire, neutre, concise, synthétique, qui sait exprimer le déploiement de sa pensée sans artifice. Et typiquement, l'emploi de locution latine, c'est un artifice qui peut vite faire bête. Alors si vous voulez briller en société avec vos parents, j'en sais rien, allez-y, allez-y, effectivement ça fait un peu classe. Mais les examinateurs de ces concours que vous passez savent 10 000 fois mieux que vous utiliser ces formulations latines, et donc il vaut mieux éviter de les utiliser dans une copie, qui plus est si c'est mal utilisé, si c'est redondant, si on ne voit que ça. D'autant que les locutions latines, il ne faut pas oublier, il faut les souligner, puisque c'est une langue étrangère, et tout ce qui est en langue étrangère dans votre copie doit être souligné, au même titre que les titres d'œuvre. Aussi dans la nuance, je vous ai parlé tout à l'heure de l'emploi du conditionnel. Je vous conseille aussi d'utiliser des verbes d'état du type sembler, paraître, pour faire une sorte de modalisation et utiliser des périphrases modales du type Jean-Christophe Bailly semble nier toute forme de recours au passé, plutôt que Jean-Christophe Bailly nie toute forme de recours au passé. En fait, on ne sait pas vraiment, c'est-à-dire que on a la citation, on l'interprète, mais peut-être que l'auteur a voulu dire tout autre chose. Nous, ce qu'on demande, c'est d'interpréter le sujet et d'analyser cette interprétation à l'aune de l'œuvre au programme. Il faut toujours modaliser et donc utiliser des périphrases modales, ici avec ce verbe semble qui introduit le verbe nier.
un verbe nier qui est très fort. Mais ici, il est atténué par l'utilisation du verbe sembler. Autre périphrase modale avec le verbe pouvoir. L'idée de montée concertante proposée par Jean-Christophe Bailly peut se comprendre comme une tentative et non pas se comprend comme une tentative. Pareil, je réutilise le conditionnel. Dès lors, la conception de l'art selon Baudelaire reposerait davantage sur une rencontre que sur une venue. Le dès lors aussi, je l'utilise de temps en temps dans ma copie, peut-être 1 ou 2 fois. Ça permet de rebondir sur un argument. Alors ici, j'ai couplé l'impersonnel au conditionnel. Il y aurait donc le projet d'initier un lecteur néophyte suite à la démocratisation de l'art et à l'ouverture des salons à un plus grand nombre de spectateurs sous Louis-Philippe. J'utilise aussi pas mal le verbe témoigner pour dire que un exemple va dans le sens d'un argument. Par exemple, l'emploi de l'impératif témoigne de la volonté du critique de guider son lecteur vers une meilleure appréciation de l'art. Quand j'arrive à la fin de la dissertation, j'utilise des connecteurs logiques qui vont plutôt exprimer la fin ou la conclusion. Ici, je n'hésite pas à utiliser d'un finalement. Finalement, si l'idée de l'art chez Baudelaire n'est pas du côté de ce qui est joué d'avance, c'est parce que, plutôt que sur une venue, elle repose sur la rencontre. J'utilise aussi le parce que, qui est un connecteur logique qui exprime la cause. On en arrive à la conclusion. Dans la conclusion, il y a plusieurs formules que je réutilise assez souvent. Déjà, moi, au début de la conclusion, je rappelle la problématique de départ. Je pense que c'est essentiel pour montrer que vous avez effectué un véritable parcours et que votre conclusion va venir répondre à votre question de départ. Donc pour cela, j'introduis ma question en disant « Nous nous étions interrogés, d'après le propos de Jean-Christophe Bailly, sur la pertinence des idées, de nouveautés, d'imprévus et d'infinis, etc. » Ensuite, je récapitule les différentes étapes de ma démonstration, pareil avec des connecteurs logiques et des modélisateurs. Il semble d'abord évident que le rôle joué par le peintre dans l'idée de l'art, qui est celle de Baudelaire, est essentiel. Etc. Ces arguments qui sont évidents et qu'on va énoncer en première partie, le « à première vue », le « il semble d'abord », évident. Ces formulations, vous pouvez aussi les réemployer dans votre P1. Quand je veux introduire donc mon résumé de la deuxième partie, donc à savoir l'antithèse, par exemple ici j'ai dit « Cela dit, ce jeu avec la tradition montre que le critique fait parfois appel au préconçu ». Cela dit, ça permet de revenir sur ce qu'on a dit avant, d'apporter des informations sans nier totalement ce qu'on a dit avant. Ensuite, on a un par ailleurs pour introduire de la nouveauté. Par ailleurs, sa conception de l'art ne se fonde pas uniquement sur un mouvement ascendant. Les œuvres admirées y côtoient les œuvres fustigées. Donc là, j'oppose à la thèse de l'auteur de la citation encore un autre problème. Je tire une conclusion avec mon donc. Les salons sont donc à la fois exposition et incarnation de l'idée de l'art qui est celle de Baudelaire. Exprimer en fait la conclusion que j'ai tirée de ma troisième et dernière partie. Voilà ce que je pouvais vous dire sur les formulations que j'utilise le plus souvent. L'idée en fait c'est d'être clair, concis, c'est de pas en faire trop. Je pense que c'est vraiment le maître mot et d'avoir mentalement une liste de formulations qu'on s'est approprié et qu'on va pouvoir réutiliser dans toutes nos dissertations. Je vais pas vous conseiller de faire une liste de formulations parce que clairement moi je n'ai jamais fait de liste en fait. C'est au fur et à mesure en faisant des dissertations chez moi, en faisant des dissertations sur table, il y a des formulations qui me sont arrivées. Et aussi à force de lire les rapports de jury. Les rapports de jury sont pour la plus grande partie rédigés ou en tout cas semi-rédigés. Je vous conseille d'y faire un tour, de surligner les expressions qui vous semblent pertinentes. Moi, c'est ce que je faisais. Et en fait, à force de lire des rapports de jury, il y a des formulations qui me sont restées ancrées dans le cerveau et que j'ai pu ressortir en dissertation. Maintenant, est-ce que ça vaut le coup de faire des fiches d'expression, de vocabulaire? Si ça vous aide, tant mieux. Moi, c'est pas ce que j'ai fait, mais si ça vous aide, tant mieux. Je vous déconseillerais d'apprendre forcément par cœur toutes mes formulations parce qu'en soi, c'est ma manière de présenter les choses. Si vous avez une autre manière, ça peut peut-être fonctionner. Mais pourquoi pas piocher ça et là? Moi, je me suis construit ces automatismes en piochant ça et là, en piochant dans les rapports de jury, en piochant dans des copies que j'ai lues, en piochant dans mon cerveau aussi, parce que des fois, il y a des formules qui me viennent. En regardant des vidéos sur YouTube ou en écoutant des podcasts, des émissions, je pioche ça et là des petites expressions que je vais pouvoir réinvestir dans ma dissertation. Donc je ne saurais aussi que trop vous encourager à écouter des podcasts, à regarder des vidéos, des émissions, avec justement des personnes qui savent s'exprimer, qui savent présenter leurs idées de façon claire et à piocher chez eux. C'est pas parce qu'ils ne font pas une dissertation que vous ne pouvez pas prendre des expressions chez eux. J'espère que cette vidéo aura pu vous aider. Si vous avez des questions comme d'habitude, n'hésitez pas en commentaire. Quant à moi, je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo.